Et coucou la team! Alors aujourd'hui, on va reparler des réactions en chimie organique et on va parler justement aussi de mécanismes de réaction. Bon alors en chimie, les chimistes ont défini 37 types de réactions différentes. Donc parmi ces types de réactions, il y en a tout un tas que vous connaissez, les réactions acide-base, les réactions d'oxydoréduction, les réactions de combustion que vous avez vues au collège, et tout récemment, les réactions en chimie organique que l'on a étudiées, addition, élimination et substitution. Dans ce chapitre 16 sur la synthèse organique, on avait parlé de réactifs d'intérêt, de produits d'intérêt, de rendement de réaction et de savoir comment on allait optimiser les réactions, c'est-à-dire soit augmenter la vitesse, soit optimiser le rendement. Ça, c'est l'étude macroscopique. On est au point. Ce qu'on va chercher à faire dans ce chapitre-là, c'est de comprendre la réaction chimique et de savoir pourquoi la réaction chimique, elle se fait ainsi. C'est-à-dire qu'il va falloir que cette fois-ci, on passe au niveau microscopique pour comprendre et ça va nous permettre de définir le mécanisme de la réaction. Pour comprendre ce qui se passe, il va falloir qu'on regarde de plus près. Et les chimistes, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vont décomposer un bilan macroscopique, c'est-à-dire l'équation générale de réaction, en plusieurs étapes. Chaque étape va être appelée un acte élémentaire et va décrire le déplacement d'électrons ou de doublés d'électrons, d'atomes, et ça va provoquer la formation ou la rupture de certaines liaisons. L'ensemble de toutes ces étapes, de tous ces actes élémentaires, c'est ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Dans l'animation qui va suivre, on va voir ce qui se passe lorsque de l'acide chlorhydrique, représenté par une boule blanche, une boule verte, va s'approcher et va réagir avec du méthanal, la molécule qui est à côté. On regarde. Lorsque l'on regarde cette vidéo, on voit bien qu'il y a rupture de certaines liaisons, création d'autres liaisons. Tiens d'ailleurs, cette réaction en chimie organique là, est-ce que c'est une addition, une élimination ou une substitution? Quand l'acide chlorhydrique vient réagir avec le méthanal, on se rend compte en regardant la vidéo qu'un atome d'hydrogène va venir s'accrocher sur l'atome d'oxygène et que l'atome de chlore va s'accrocher sur l'atome de carbone qui est représenté en gris. Mais alors pourquoi est-ce que c'est pas le contraire? Pourquoi est-ce que c'est pas l'atome de chlore qui va s'accrocher sur l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène qui viendrait s'accrocher sur le carbone? Ben en fait, il faut reprendre des notions qu'on a vues l'année dernière pour comprendre tout ça. L'an dernier, en première spécialité, on avait parlé des liaisons covalentes et de l'électronégativité des atomes. Vous vous souvenez? Bon, on se rappelle déjà dans un premier temps qu'une liaison covalente, c'est en fait des atomes qui vont partager chacun un électron. Donc dans une liaison, on a deux électrons. Et ces électrons, ils ne sont pas forcément répartis de façon équitable entre les atomes. Vous vous souvenez de tout ça? Dans une molécule de dihydrogène, il y a donc une liaison entre deux atomes d'hydrogène. Là, la répartition est tout à fait équitable. Dans une molécule de chlorure d'hydrogène, on va avoir les électrons qui sont plus rapprochés de l'atome de chlore. On va dire que cette liaison covalente, elle est donc polarisée. L'atome de chlore ayant les électrons plus proches de lui, il va avoir une charge partielle delta-, alors que l'atome d'hydrogène qui a les électrons plus éloignés de lui aura une charge delta+. Et ça, c'est dû à l'électronégativité des atomes. Le chlore, il est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, il va porter une charge partielle delta-. Chaque atome a sa propre valeur pour son électronégativité. Et on peut avoir des informations sur l'électronégativité des atomes en regardant le tableau périodique des éléments, puisque d'après l'échelle de Pauling, eh bien, l'électronégativité augmente sur une période et l'électronégativité diminue dans une colonne.
Et c'est en regardant ces valeurs d'électronégativité que l'on va savoir si une liaison entre deux atomes est polarisée ou pas. Pour qu'elle soit polarisée, il faut qu'il y ait une différence entre l'électronégativité des deux atomes qui soit non négligeable. Nous, on va considérer qu'il faut qu'elle soit supérieure à 0,4. Et ainsi, on peut savoir si une liaison sera polarisée et donc si les atomes sont porteurs de charges ou de charges partielles. Si on reprend les trois exemples de ces liaisons, liaison entre deux atomes d'hydrogène, liaison entre un atome d'hydrogène et un atome de chlore, et la liaison qu'on appellera une liaison ionique entre l'ion potassium et l'ion chlorure. Entre deux atomes d'hydrogène, il n'y a évidemment aucune différence d'électronégativité. Cette liaison sera donc une liaison non polarisée. Entre l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore, il y a une différence d'électronégativité de 1. C'est supérieur à la valeur seuil qu'on a définie à 0,4. Donc la liaison entre l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore sera une liaison polarisée. L'atome de chlore étant plus électronégatif, c'est lui qui portera la charge partielle delta-. Entre l'atome de potassium K et l'atome de chlore Cl, on a une différence d'électronégativité de 2,4. Là, on a dépassé un autre seuil, c'est-à-dire que la liaison covalente n'existera plus. Ces espèces-là, elles vont être sous forme ionique, c'est-à-dire que l'atome de chlore, il a tellement déplacé les électrons de son côté qu'en fait il a fini par partir avec l'électron et donc devenir l'ion chlorure. Même chose pour le potassium qui lui a perdu son électron et qui se retrouve un ion potassium K+. On a dans ces cas-là ce qu'on appelle une liaison ionique. Tout ceci, nous l'avions déjà vu l'année dernière, mais il m'a semblé nécessaire de faire ces petits rappels avec vous. J'avais peur que vous ayez tout oublié. Bon. Dernière remarque importante et nécessaire, la liaison entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène, elle n'est pas considérée polarisée. Si on regarde la différence d'électronégativité, on va tomber tout pile sur 0,4. Malgré tout, 0,4 c'est la valeur seuil, on considère que la liaison entre un atome de carbone et d'hydrogène n'est pas polarisée, c'est-à-dire que les électrons sont également répartis entre les deux atomes. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on peut revenir à la réaction qui nous intéresse, c'est-à-dire la réaction entre l'acide chlorhydrique HCl et le méthanal. Et on va commencer à regarder les éventuelles liaisons polarisées qu'il peut y avoir dans ces molécules en observant les valeurs des électronégativités. Alors si on se penche un peu dessus, déjà on sait que la liaison entre l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore est polarisée et on a déjà vu que le chlore était delta- et que l'hydrogène était delta+. On s'intéresse maintenant à la double liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome de carbone. La différence d'électronégativité est suffisante entre ces deux atomes pour que la liaison soit polarisée. L'atome le plus électronégatif, c'est l'atome d'oxygène. C'est lui qui portera la charge partielle delta-. Avant d'aller plus loin, on va essayer d'écrire le bilan de cette réaction. On a dit que c'était le méthanal qui réagissait avec du chlorure d'hydrogène pour former le composé qu'on a vu sur la vidéo tout à l'heure, qu'on appelle le chlorométhanol. Il ne nous reste plus maintenant qu'à comprendre ce qui se passe réellement dans cette réaction. Quels sont les doublés qui vont intervenir et comment va se passer la réaction. Pour expliquer ce qui se passe entre deux molécules qui vont réagir ensemble, on va faire apparaître des flèches courbes qui vont correspondre au transfert d'un doublé d'électrons. Ce transfert, il a forcément et systématiquement lieu entre un site donneur d'électrons et un site accepteur d'électrons. Un site donneur d'électrons, comme son nom l'indique, il est censé avoir des électrons en plus. Donc ça va être par exemple un atome qui va porter des doublés non liants, des atomes qui sont capables de porter des charges partielles ou des charges totales négatives ou des liaisons multiples. Et un site accepteur, c'est un site qui, lui, va être plutôt en défaut d'électrons. Donc, c'est un atome qui va porter une charge partielle ou une charge totale positive. Un atome qui va avoir une lacune électronique, par exemple. Dans le cas de la réaction qui nous intéresse, nous, en site donneur, on va avoir la double liaison entre l'atome de carbone et l'atome d'oxygène dans la première molécule. Et sur l'autre molécule, le chlorure d'hydrogène, le site ou les sites donneurs possibles, ça va être ces doublés non liants qui se trouvent autour de l'atome de chlore. Concernant les sites accepteurs, cette fois-ci, sites accepteurs porteurs d'une charge partielle positive. On va avoir l'atome d'hydrogène de la molécule de chlorure d'hydrogène puisqu'on sait que lui, il est delta+.
Sur la molécule de méthanal, le site accepteur, donc porteur d'une charge partielle positive, c'est l'atome de carbone qui apporte une charge partielle positive de par sa liaison, sa double liaison avec l'oxygène. Du coup, on a deux sites donneurs, deux sites accepteurs, et il va y avoir pour chacun la possibilité du transfert d'un doublet d'électrons. Le premier transfert, que j'ai représenté par une flèche courbe jaune, il a lieu entre un des doublets de la double liaison, qui est le site donneur, vers le site accepteur, l'atome d'hydrogène. Lorsqu'on représente ces flèches courbes, il faut être super précis. C'est-à-dire qu'il faut que la flèche, elle parte d'un doublet non liant et qu'elle aille pointer vers un atome en particulier. Donc c'est systématiquement d'un doublet vers un atome. Deuxième flèche courbe à représenter qui caractérise le transfert d'un doublet d'électrons appartenant à l'atome de chlore et allant vers l'atome de carbone, qui est le site accepteur. Lorsque ces deux actes élémentaires sont réalisés, on obtient bien à la fin la molécule de chlorométhanol. Je vous laisse regarder ce deuxième exemple un peu plus rapide sur une réaction de substitution, réaction entre le bromométhane et les ions hydroxyde. Dans un premier temps, il faut repérer le site donneur et le site accepteur, et pour ça, il faut préalablement avoir étudié chacune des molécules et essayer de savoir où sont les charges partielles delta plus, delta moins à l'intérieur de ces molécules. Ok, on commence par regarder la molécule de bromométhane. Dans cette molécule, l'atome de brome est fortement électronégatif. Il y aura donc une charge partielle delta- sur le brome et surtout delta+ sur l'atome de carbone, qui donc est un site accepteur. Deuxième molécule, cette fois-ci, nous avons notre ion hydroxyde, donc l'atome d'oxygène porte une charge totale négative. Il est entouré de 3 doublets non liants et donc cet atome d'oxygène porteur d'une charge totale négative, lui, c'est notre site donneur. Maintenant qu'on a trouvé site donneur, site accepteur, on va pouvoir représenter la flèche courbe qui caractérise le transfert de doublets d'électrons entre le doublet de l'atome d'oxygène vers l'atome de carbone, site accepteur de l'autre molécule. Et parallèlement à ça, l'atome de brome de la molécule de bromométhane va récupérer le doublet de la liaison covalente entre l'atome de carbone et l'atome de brome et repartir avec. Donc voilà, ce que nous, on va attendre de vous, ça va être d'être capable de trouver les sites donneurs, les sites accepteurs, et de savoir représenter ces fameuses flèches courbes, sachant que on vous donne les réactifs, mais également les produits. Donc quand vous avez les produits sous les yeux, vous pouvez déjà savoir ce qui s'est passé. Il y a juste à matérialiser tout ça par la flèche courbe. Je rappelle que cette flèche courbe, elle doit forcément partir d'un doublet et aller viser un atome correspondant au site accepteur. On vous demandera également, en vous donnant tout un tas d'actes élémentaires et d'étapes d'un mécanisme, avec les flèches courbes représentées par exemple, on vous demandera de retrouver l'équation globale de la réaction. Donc, du début de la première étape à la fin de la dernière étape en fait. C'est notamment ce qui va vous être demandé dans l'activité A du chapitre 20. Tant qu'on est dans cette étude microscopique de la réaction, on va essayer de se poser la même question qu'avant, c'est-à-dire comment faire pour que la réaction se fasse davantage, c'est-à-dire comment faire pour augmenter sa vitesse et ou améliorer son rendement. Nous avions déjà répondu dans l'étude macroscopique des réactions à cette question. Pour que les molécules réagissent entre elles, il faut évidemment qu'elles se croisent et donc qu'elles se choquent. Eh bien, il faut nécessairement une énergie suffisante pour que la réaction se fasse. Ça, c'est ce que l'on sait en regardant microscopiquement parlant. Et oui, rappelez-vous, l'année dernière, on avait expliqué quelles étaient les énergies de liaison pour qu'une réaction se fasse. Donc, on avait vu qu'il y avait nécessité d'énergie pour que des liaisons se coupent, d'autres liaisons se créent, etc. Donc, on comprend qu'il faut une énergie suffisante de par ces chocs entre les molécules. Deuxième point important,
Ces molécules, elles vont se croiser, elles vont se choquer. Si les molécules, elles arrivent avec une orientation favorable, dans ce cas-là, la réaction se fera davantage. On aura amélioré la réaction. Revenons à nos chocs entre molécules. Si on veut augmenter ces chocs, qu'est-ce qu'il est possible de faire? On peut augmenter la température. Si on augmente la température, on va augmenter l'agitation thermique et donc les chocs entre les molécules et l'énergie aussi provenant de ces chocs. Mais on peut également augmenter la concentration de nos réactifs. Si on augmente la concentration, on augmente le nombre de molécules et donc on va augmenter la possibilité de choc entre ces molécules. Et en fait, on retombe ici sur les mêmes facteurs cinétiques que nous avions déjà vus et que l'on avait associés aux réactions pour soit augmenter la vitesse, soit améliorer le rendement, soit les deux. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les mécanismes de réaction en chimie organique. Il ne vous reste plus qu'à faire l'activité, les exercices, enfin c'est à vous de jouer quoi.